Et avec la fin d'année qui approche maintenant à grands pas, se pose la question de la réduction de sa facture fiscale, payer moins d'impôts. C'est vrai que des dispositifs, il y en a dans l'immobilier, dans les PME, dans les produits d'épargne retraite. Pour autant, il ne faut pas être aveuglé, évidemment, par ce qu'on appelle la carotte fiscale, cette perspective de payer moins d'impôts, parce que ces bons plans, c'est entre guillemets, ne sont pas gratuits, enfin, en tout cas pas sans condition. Il y a des risques, et donc voilà, on peut vite s'y perdre. D'où la question, comment voilà, faire les bons choix et éviter les mauvaises surprises. Réponse avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. La défiscalisation, c'est souvent présenté comme étant le moyen le plus simple de réduire son imposition. Mais ce n'est pas sans risque, il faut le rappeler à chaque fois. Oui, effectivement, hein, c'est pas si simple, c'est pas une solution magique, ça se saurait. Bon, il faut bien comprendre que chaque dispositif est conçu pour encourager l'investissement, hein, pour le flécher, l'orienter, dans des secteurs que l'État veut soutenir, le logement, les PME, l'épargne retraite, etc. Donc on ne parle pas de rentabilité automatique. Hein, il existe des risques et des contraintes, comme des durées de détention minimales. Et ça c'est très important, ou des secteurs spécifiques qui peuvent limiter la flexibilité du sujet et forcément la rentabilité de l'investissement. Hein. Donc on va distinguer entre les dispositifs qui réduisent directement l'impôt à payer, comme les Pinel, et ceux qui vont diminuer cette fois-ci. À plus. Pinel à plus. À plus, mais ça existe encore, mais oui, à plus. Oui. Et qui veulent diminuer, réduire la base imposable de l'impôt, comme par exemple le PER. Le premier donne une réduction immédiate, réduction d'impôt, et le deuxième, lui, va donner une diminution en base, et qui sera plus intéressante selon que vous serez plus ou moins taxé dans les tranches les plus hautes. Imposable. Donc effectivement, c'est là où le sujet change. Exemple, Jérôme, maître Barré, exemple sérieusement de dispositifs, souvent peut-être mal appréhendés, mal compris par les contribuables investisseurs, parce qu'ils sont les deux. Hein. C'est ça, donc l'investissement en résidence-service, par exemple, comme les EHPAD ou les résidences étudiantes. À première vue, on se dit c'est parfait, c'est un avantage fiscal avec des revenus locatifs et tout va bien. Mais dans la réalité, le sujet se complique parce que entre les charges d'entretien, les obligations de gestion, la réglementation, qui intervient au fur et à mesure du temps, la difficulté qu'on peut avoir à vendre avec un marché secondaire, beaucoup peuvent se retrouver avec un rendement bien inférieur aux attentes. Un EHPAD, par exemple, ce n'est pas de l'immobilier locatif tout simple. Hein. Le marché de la revente est étroit. Et la difficulté, c'est qu'on peut avoir des décotes à la sortie de 25%. Donc ce que l'on pense avoir gagné en se disant j'ai un bon produit et j'ai un avantage fiscal, ce type de placement, il peut se révéler non pas désastreux, mais très difficile. Et si on pense que ce n'est pas l'objectif, il faut mieux passer son chemin. Bon, il y a aussi la question qui se pose sur ce qu'on appelle la liquidité, la faculté qu'on a à sortir quand on a besoin de ses sous, et ça, c'est à prendre en compte. Et parfois, c'est là encore mal appréhendé. Hein. Alors, mal appréhendé, effectivement, parce qu'on se dit j'ai un investissement, j'ai un avantage fiscal, parce qu'on court derrière l'avantage fiscal. Hein. C'est un sujet humain. L'essentiel, c'est évidemment le dispositif de défiscalisation, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le rendement global, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc, si on est bloqué sur 5, voire 10 ans, pour garantir un avantage fiscal, c'est difficile. Si vous souscrivez un Malraux, il faut s'apercevoir que vous avez... Le Malraux, c'est quoi pour ces... Le Malraux, c'est la faculté que vous avez d'investir dans des locaux qui vont être loués dans un secteur sauvegardé. Et le Malraux, vous avez une déduction qui vous permet en fait de déduire du revenu foncier, les revenus, et d'imputer sur votre revenu global. C'est donc très intéressant. Sauf que quand vous avez fait ça, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez mangé vos plus-values, si je puis dire. Et entre le moment où vous avez souscrit, vous avez acheté un local faiblement, avec un faible prix, vous avez fait des travaux importants, et là il faut faire très attention à ce que les travaux soient bien calibrés, parce que là vous regardez l'achat, mais vous ne regardez pas les travaux, et parfois les travaux vous les payez deux fois plus que le marché. Et quand vous allez vouloir revendre, vous êtes en fait obligé, vous êtes contraint d'attendre la fin du délai des 22 ans ou des 30 ans de plus-value. Ce qui veut dire que vous avez un projet en disant tiens, c'est ma retraite, vous avez intérêt à bien calibrer parce que parfois vous allez au-delà de la retraite. Donc il faut trouver d'autres solutions pour sortir le Malraux, comme par exemple une donation préalable. Donc ce n'est pas un blocage symbolique. Vous avez également le cas des FIP et des FCPI, qui sont des fonds qui soutiennent les PME locales et qui sont par nature très peu liquides. Ce qui est du private equity, on l'a vu, on a déjà parlé sur cette manchette, de mon côté, ça n'est pas très liquide. Parce que c'est pas coté. Parce que ça n'est pas coté. Donc si vous n'avez pas de marché secondaire, et on parlait tout à l'heure des FCPI, dans l'immobilier, si vous n'avez pas de marché secondaire, vous êtes collé avec votre... Donc il faut envisager ce type d'investissement et se dire que si j'investis, je n'ai pas besoin des liquidités immédiatement, dans une durée assez longue. Bon, comment s'assurer pour ceux qui nous regardent
quand on est contribuable investisseur, qu'on fait le bon choix, qu'on choisit le bon produit de défiscalisation? C'est d'abord définir ses objectifs, ce qui n'est pas toujours facile. Une réduction d'impôt rapide ou plutôt un investissement à long terme. On a tous envie de dire qu'on prendra l'investissement à long terme, mais la réduction rapide, on en a besoin aussi, du moins on la cherche. Donc pour les entrepreneurs, enfin pour les investisseurs plutôt qui visent leur retraite, tout en allégeant leur fiscalité, le PER c'est intéressant. Il permet de réduire les versements du revenu imposable. C'est un véritable avantage pour le futur, pour les tranches élevées d'impôt sur le revenu. Il est plus flexible que d'autres dispositifs, car on peut le débloquer par anticipation sur certaines conditions, par exemple l'acquisition de la résidence principale. Donc on a une petite souplesse là-dessus. Pour les profils plus dynamiques, je dirais des banquiers, eh bien les FIP et les FCPI peuvent contenir. Le sujet est plus risqué, c'est un peu plus de loterie. C'est là aussi il faut avoir un peu d'informations sur le sous-jacent qui est pris en compte et qui est investi par ces fonds. Quand on investit en bourse, on parle souvent de diversification, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que c'est pareil en matière de défiscalisation? Alors c'est à la fois très différent parce que vous avez une visibilité plus importante sur les titres auxquels vous les souscrivez, mais c'est le même esprit. L'esprit, c'est de ne pas mettre effectivement ses œufs dans le même panier pour éviter d'avoir un seul risque. Si vous n'êtes que sur de l'immobilier et que l'immobilier s'affaisse, eh bien vous aurez un sujet. Donc il faut arriver à essayer de grouper les différents sujets pour ne pas avoir un seul échec qui soit cuisant et que vous ayez une répartition de ces risques en fonction d'un panier finalement d'investissement. Et justement, ces risques, parlons-en, ces risques liés à la défiscalisation, quelles sont les précautions pour ceux qui nous regardent à prendre avant de se lancer, si tant est qu'on a envie de se lancer? Alors les précautions, c'est bien évidemment regarder ce que l'on vous vend. Il n'est pas rare que quand vous arrivez en fin de programme, on vous vende un appartement plein nord, rez-de-chaussée, avec la montagne qui est au ras du... Enfin, ça équivaut à une cave, ou un basement, diraient les Anglais, donc c'est au ras du sol et c'est beaucoup moins intéressant. C'est bien d'aller voir ce que l'on fait. Un investissement dans les PME, quelle est l'activité de la PME? Est-ce que c'est comparable à d'autres activités? Est-ce qu'on a une idée du rendement? C'est aussi la qualité. Est-ce que c'est une entreprise nouvelle ou pas tout à fait nouvelle? Enfin, tout ça, c'est intéressant de le vérifier. Les entreprises jeunes et innovantes, elles sont bien, mais on sait qu'il y a un taux de chute important. Donc, est-ce qu'on veut faire un peu du venture capital, ça revient à ça. Est-ce qu'on veut s'engager là-dedans? C'est pas le même niveau de résistance que de l'immobilier. Certes, l'immobilier peut descendre, mais peut se dévaluer. Mais il y a un frein qui est beaucoup plus ça peut important. se réapprécier après le jour où le taux d'intérêt. Donc, le deuxième sujet, c'est les frais. Et ça, les frais, vous ne les regardez pas parce que vous dites j'ai un avantage fiscal, ça vaut à peu près tant. Je baisse tant mes impôts donc par ma an. sortie et j'y vais. Et là, on ne regarde pas les frais et c'est vous en fait qui prenez le risque. Mais les frais, eux, ils vont être acquittés par vous, mais pris par les vendeurs. Et là, c'est le danger. En fait, dernier sujet qui est moins souvent évoqué, mais qui est important, c'est le risque de signature. On l'a vu sur des sujets éoliens. Vous avez des gens qui vous vendent de l'éolien, mais en fait, l'éolien n'a jamais été construit. Et vous vous retrouvez dans une situation où le fisc ne peut pas dire que vous pouvez bénéficier de l'avantage, puisque cet avantage n'a jamais été monté, n'a jamais été construit. Et là, c'est terrible. Les redressements sont très désagréables. Un point sur la garantie en capital. Il n'y a pas de garantie en capital quand on fait ce genre d'opération. Non. Alors, on peut avoir une garantie quand on passe par des projets qui ont été validés par l'État. C'est mieux qu'un projet qui est libre, mais vous n'avez pas de garantie en capital, ça non. Bon, quelles sont les tendances sinon actuelles? Est-ce qu'il y a des opportunités particulières en matière de défiscalisation? Les opportunités, je ne sais pas, mais c'est l'investissement responsable dont on nous parle beaucoup, RSE. Donc le financement des énergies renouvelables, des performances énergétiques. Et donc l'État pousse sur ce secteur par des incitations assez fortes. Qui évoluent en fonction du budget. En ce moment, on se demande si elles ne vont pas être mises en cause. Et donc, on voit aussi un engouement assez fort dans la Startup Nation, si je peux dire. Les startups et puis les PME innovantes. Il y a des fonds qui sont très orientés technologie ou biotech, santé, pour laquelle la France voudrait être un acteur reconnu. Voilà. Après, on voit que... On y assiste quasiment en direct, que l'État modifie souvent, parfois trop pour certains, les règles du jeu, en lien avec certains dispositifs. On a vu la réduction et puis l'extinction du dispositif Pinel dans l'immobilier défiscalisé, ou le recentrage de certains crédits d'impôt. Ça rend ce manque de lisibilité, la défiscalisation plus difficile. Plus incertaine. En fait, c'est comme le ballon que vous gonflez bien, et puis petit à petit, avec le temps, vous voyez qu'il se fripe, parce qu'il se dégonfle. Et parce qu'à chaque fois, on fait des modifications. Vous parliez du Pinel, qui était un sujet intéressant, qui pouvait intéresser des ménages un peu plus modestes. Eh bien oui. Et donc,
Parfois, l'État est capable de couper une branche sur laquelle il était assis et ça perd un peu d'intérêt. Même chose pour le Girardin industriel. D'ailleurs, le Girardin industriel, selon que vous le souscrivez en début d'année ou que vous le souscrivez en fin d'année, c'est moins intéressant également. Les rendements ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que là encore, vous prenez des projets qui arrivent en fin de gamme et qui ne sont pas forcément le meilleur projet. Donc là aussi, il faut être attentif à ça. Donc là encore, tout miser sur un seul projet, sur un seul produit, entre guillemets, bien que je n'aime pas tellement cette expression, eh bien c'est quelque chose qui est plus risqué pour vous. Bon, on finit par le plafonnement des niches fiscales qui limite aussi les possibilités. Comment on fait pour optimiser sa stratégie quand on tient compte de ce plafond qui, de mémoire, est de 10 000 euros? Alors, 10 000 euros, c'est déjà un sujet intéressant, mais si vous avez du personnel à domicile, les 10 000 euros sont quasiment... via les crédits d'impôt. Voilà, ça ne marche pas. Alors, le sujet, c'est justement d'aller sur des produits qui ne sont pas limités. On a parlé du Girardin, on a parlé du PER, et dans ces schémas-là, c'est toujours possible. C'est toujours possible d'ailleurs de le faire jusqu'à la fin de l'année. Hein. Alors, pour un PER, il faut 10 à 15 jours. Si vous y prenez le 25 décembre, ça ne marchera pas. De la même manière, si vous faites de la réduction d'impôt au titre de l'IFI, vous avez jusqu'au moment où vous allez déclarer, jusqu'à peu près la veille du jour où vous allez déclarer vos opérations. Donc on a encore du temps, mais ce qui est en fin d'année est moins intéressant, vous avez plus de monde, et donc vous avez moins de choix, et puis vous avez moins d'équilibre justement pour aller regarder les objectifs, regarder les frais. Donc c'est un petit peu trop tard maintenant C'est plus tard, c'est effectivement moins bien, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours trouver des sujets, mais c'est pas la même chose que ce que vous avez au début janvier et qu'on vient vous voir alors que personne n'est encore intéressé par sa fin d'année et qui ne connaît pas toujours le vrai résultat de son activité professionnelle. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Au revoir David.